Merci à toutes les personnes qui ont eu de la patience, de la bienveillance, des gens qui ont eu la précaution de nous passer un petit message, un petit texte apaisant pour justement nous sensibiliser au fait qu'ils n'entendaient pas, qu'ils n'avaient pas de son. Honte à tous celles et ceux qui se sont moqués, bien sûr sans nous écarter des propos racistes que l'on voit déjà fleurir sur certains textes. Donc la technique est parfaite désormais, donc avec bien sûr toutes nos excuses. Alors vous savez que ce sont à la fois des gens engagés qui sont derrière la technique et qui essayent au quotidien de faire vivre le Allo Bali. Et puis surtout un grand merci à l'ensemble des internautes qui passent un temps conséquent pour justement attendre ce moment important d'échange direct pour traiter des questions extrêmement importantes, des questions bien sûr d'actualité. J'aurai l'occasion de revenir sur quelques points. Et bien sûr, répondre à vos éventuelles questions. D'abord, les questions d'actualité. Comme vous le savez, j'ai depuis maintenant quelques semaines endossé la responsabilité de la présidence de Pleine Commune, donc la conférence en fin de compte de plusieurs collectivités locales. Donc 8 communes se sont regroupées pour constituer Pleine Commune. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours maintenant, a été défini les 16 vice-présidents qui vont être à l'intérieur en fin de compte de la vice-présidence de cet établissement, et bien sûr les conseillers territoriaux délégués qui vont venir compléter le dispositif. Ils seront au nombre de 18. On a eu ce matin, et partiellement à accueillir depuis tôt le matin, à accueillir un ensemble d'acteurs, que ce soit des acteurs du mouvement associatif, notamment La Voix dionysienne, une association qui est située sur la Plaine, association avec laquelle nous avons eu à échanger sur un ensemble de sujets, notamment des projets importants. Délégation de la communauté ivoirienne qui fait un travail conséquent pour bien sûr promouvoir la culture ivoirienne et faire le lien entre la culture ivoirienne et puis les Français d'origine ivoirienne qui font aussi un travail conséquent en matière de milieu associatif, en matière d'emploi aussi local, puisque certaines entreprises participent à l'effort en matière d'emploi sur le territoire. Et bien sûr, ils m'ont fait état d'un certain nombre de projets qui tournent autour de la promotion de la culture ivoirienne sur le territoire de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, et plus globalement la question de la prise en compte de cette communauté sur le territoire de Pleine Commune. Le propos a été prolongé avec l'accueil d'un ensemble d'autres associations, principalement l'association Ardim, qui est une jeune association d'ailleurs qui vient juste d'être créée et dont les statuts seront déposés très prochainement, et qui est une association située principalement sur le secteur de Confluence et qui est constituée de jeunes arrivants sur le territoire et qui nous ont fait état de leur volonté importante de s'impliquer dans le tissu local. Et puis j'ai prolongé ma journée en allant aux foulées, 49e édition des foulées pierrefittoises, avec énormément de participation des enfants, des mamans, des papas, mais surtout des amoureux de la course. Et tout ça a été possible parce que nous avons des acteurs associatifs très impliqués. Nous avons bien sûr l'ensemble des personnels communaux, que ce soit la police municipale, le centre technique municipal, avec tous celles et ceux qui participent à l'installation des barnums, des barriérages, toutes ces personnes qui font vivre ces événements, et surtout une implication importante d'habitants et d'habitantes. Et surtout, et sans oublier les commerçants, on a tendance souvent à les oublier, des commerçants très impliqués pour faire vivre la rue de Paris et pour faire vivre notamment le secteur de Pierrefitte-sur-Seine. Donc je suis désormais arrivé il y a quelques minutes maintenant pour justement répondre à vos questions autour du Allo Bali. Donc on peut désormais ouvrir les premières prises de parole et les premières questions peut-être que vous aurez les uns et les autres à poser. Alors, bonsoir Bali, une question de RH Casa sur Instagram. Dans votre programme, vous aviez parlé du développement du sport dans le secteur sud de Saint-Denis, notamment autour du sport pour tous et des équipements de proximité. Aujourd'hui, à part le football, on n'entend pas parler des autres. Qu'allez-vous faire ? Effectivement, il y a, le constat il est imparable, il le dit à juste titre. C'est vrai que sur la partie sud de la ville, l'offre en matière d'activités sportives est beaucoup moins importante que sur la partie nord. Premièrement parce qu'il y a une carence en matière d'équipements sportifs en réalité. Nous avons malheureusement constaté
la non-possibilité d'accéder à un autre équipement qui est le gymnase Irène Popard qui est fermé et qui va bénéficier de travaux conséquents pour justement permettre sa réouverture très prochainement. Et nous avons, dans le projet politique que nous avons mené, la volonté de créer un grand équipement sportif de même dimension que le secteur notamment Auguste Delaune. Et il est vrai que nous sommes pour l'instant à la recherche de foncier suffisamment grand pour pouvoir accueillir ce type d'investissement. Puis en attendant, nous avons surtout à nourrir des relations avec Nelson Mandela, qui est le gymnase Nelson Mandela, le complexe Nelson Mandela, qui est un équipement qui est propriétaire de la ville de Paris et qui est géré aujourd'hui par un syndicat. Et donc l'objectif, c'est de trouver une convention partenariale avec les gestionnaires pour justement permettre à ce que nous puissions avoir de l'activité aussi au sein de ces établissements, en plus des activités qui peuvent être déployées, que ce soit sur le secteur de la plaine, avec la mise à disposition d'équipements à la fois des écoles qui peuvent accueillir un certain nombre d'activités. Alors ce sont les activités qui sont des activités dites non fédérales, donc ce n'est pas des activités qui ont vocation à pouvoir être traduites en compétition parce que les équipements ne seront pas adaptés pour pouvoir le faire. Mais il est vrai, sur le Sud, nous avons une véritable difficulté aujourd'hui de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. C'est la raison pour laquelle nous allons développer des partenariats, que ce soit avec le département qui dispose de collèges. Et dans le cadre de ces collèges, nous avons des salles polyvalentes qui peuvent être exploitées au même titre que nous allons aussi travailler avec la région qui dispose aussi au sein de ces lycées d'un ensemble d'espaces qui peuvent aussi être valorisés et exploités. Bonsoir Bali, il y a plein de personnes sur tous les réseaux sociaux qui te mentionnent la présence du drapeau palestinien, européen, mais on ne voit pas le drapeau français. Où est-ce qu'il est ? Oui, alors c'est vrai, pour certains, ils ne voient pas le drapeau français, mais le drapeau français est là. Déjà, premièrement, je l'incarne parce que je suis français et j'assume de l'être pleinement, noir mais français. Et ensuite, il est présent pour celles et ceux qui peut-être ont du mal à le voir, mais je vais vous le déplier tout de suite. Voilà, le drapeau français est ici. Vous voyez ? Il y a même le drapeau européen. Voilà. Bonsoir Bali. Une question de Mick sur Twitter. Comment Bali faites-vous pour supporter autant d'attaques de l'extrême droite et médias vous concernant ? C'est vrai que les attaques racistes, malheureusement, c'est aujourd'hui quelque chose de coutumier. Et la première chose que nous faisons, c'est que nous y répondons par la persévérance, par le maintien de notre motivation à toute épreuve. Et je pense que c'est ça qui insupporte l'extrême droite, c'est ce qui insupporte les racistes, c'est qu'en toutes circonstances, on maintient notre détermination à assumer d'être à part entière des Français, à assumer les valeurs de la République, à dire que nous avons viscéralement envie de vivre avec les uns et les autres qui sont nos semblables à l'humanité et que nous combattrons, mais pied à pied, l'extrême droite et tous les discours racistes. Et donc, du coup, cela ne changera pas. Nous sommes encore plus déterminés qu'hier. Une question de Néal Kassidji sur YouTube. Bonsoir. Dans la campagne municipale, vous parliez de l'aménagement urbain pour les personnes en situation de handicap, en parlant de nommer des référents par quartier. Où en est ce projet ? Oui, ce projet est toujours d'actualité. D'ailleurs, les élus vont avoir leur feuille de route. Leur feuille de route est déjà en lecture, puisque la feuille de route permet d'isoler les projets prioritaires. Donc, chaque élu devra prioriser au regard des mesures programmatiques que nous avons arrêtées pour justement porter les principales mesures qui vont se faire dans les 100 jours. Donc ça, c'est le premier travail qui a été demandé à l'ensemble des élus. Et pour l'élu en charge du handicap, il a bien sûr dans ses priorités la définition des référents dans les différents quartiers de la ville. Donc c'est bien un projet qui est d'actualité. Le travail a d'ores déjà commencé au moins en termes de définition de la règle. Et ensuite, nous avons aussi prolongé le regard en termes d'identification des quartiers, puisque nous aurons 10 quartiers qui seront identifiés. Et à l'intérieur de ces 10 quartiers, nous pensons avoir un minimum, je pense, des binômes. Je pense qu'il peut y avoir des binômes référents en matière d'handicap, avec l'idée d'avoir une représentation la plus complète de l'ensemble des handicaps. Parce que vous savez que l'handicap a plusieurs facettes et la manière dont chacun vit son handicap est différente. Et donc, du coup, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir les illustrer pour que nous puissions avoir des aménagements qui soient les plus conformes à l'usage de toutes les personnes. Question de Titio75 sur YouTube. Est-ce qu'il est possible de pouvoir obtenir des prix et des places à prix
imbattable pour les habitants de Saint-Denis lors d'événements sportifs et culturels? Oui, alors ça c'est une question qui porte sur la billetterie. Ce qu'il faut que chacun comprenne, c'est que le Stade de France n'appartient pas à la ville de Saint-Denis. Il est sur le territoire de Saint-Denis, mais il n'appartient pas à la ville de Saint-Denis. Donc la seule chose qui nous lie avec le Stade de France, au-delà du fait qu'il est implanté sur le territoire de Saint-Denis, c'est que nous avons une convention partenariat avec cet établissement qui porte sur plusieurs aspects. La première chose que nous attendons, que le Stade de France soit en capacité de prendre en compte les riverains. Donc il y a des gens qui vivent là, il y a des gens qui doivent pouvoir rentrer, sortir de leur lieu d'habitation indépendamment des événements qui se passent au niveau du Stade de France. La deuxième chose, c'est une préoccupation au niveau des questions d'emploi, d'insertion, de formation. Et effectivement, il y a aussi une question d'accessibilité par la billetterie. Donc l'objectif, c'est que lorsque la ville dispose de billets, que ces billets puissent être centralisés principalement au niveau du cabinet et que ensuite on puisse privilégier l'octroi de ces billets en direction d'abord des acteurs associatifs. Alors on sait que en moyenne, c'est entre 50 et 80 billets qui sont déployés. Alors vous savez que sur une ville de 150 000 habitants, c'est pas suffisant, mais à partir de ces billets qui sont octroyés, nous essayons de permettre à ce que chaque association puisse disposer en fonction des nombres de billets pour pouvoir faire bénéficier les membres de leur association, et du coup aussi une part de ces billets est octroyée en direction des salariés de la ville pour justement permettre à ce que les salariés puissent y aller. Alors, ça se fait plutôt sous forme de tirage au sort parce que l'on sait très bien que les billets étant en nombre réduit, tout le monde ne peut pas en avoir. Bonsoir Monsieur le maire, je profite de votre live pour faire passer un message important. Nous les coiffeuses pour femmes, nous sommes en difficulté depuis l'interdiction d'ouvrir le dimanche mise en place par l'ancien maire. Le week-end représente pourtant la plus grande partie de notre chiffre d'affaires. Beaucoup de femmes travaillent toute la semaine et n'ont que le dimanche pour pouvoir venir au salon. Certaines ouvrent malgré tout, mais personnellement je préfère respecter la loi et attendre un accord officiel. Je vous demande sincèrement de regarder notre situation et de faire quelque chose pour autoriser l'ouverture des salons de coiffure pour femmes le dimanche. Merci beaucoup pour votre écoute. Madame, vous avez parfaitement raison. Déjà, premièrement, saluer tous celles et ceux qui respectent le cadre légal et puis l'arrêté fixé. Si nous devons prendre l'option de réouvrir le dimanche, ça doit nécessiter d'abord un engagement sans faille de l'ensemble des coiffeurs et des coiffeuses d'ailleurs qui sont sur le secteur. Donc aujourd'hui, la porte n'est pas fermée, mais il faudra bien sûr que nous puissions réunir l'ensemble de la communauté de celles et ceux aujourd'hui qui développent ce type d'activité qui est utile sur le territoire. Et vous avez développé un aspect qui est très sensible pour moi, c'est la prise en compte de la place des femmes et donc du coup de leur accès à ce type de commerce. Et donc la porte n'est pas fermée. Retrouvons-nous très prochainement donc, avec le maire adjoint en charge des commerces pour que nous puissions discuter très sincèrement et très franchement parce qu'il n'y a aucun intérêt à contraindre abusément les commerçants. Le seul problème que nous avons, c'est qu'il faut que chacun s'astreint à faire en sorte que le cadre de vie soit respecté, que celles et ceux qui font ce qu'on appelle les rabatteurs cessent d'importuner les riverains et que surtout la règle horaire soit respectée. Si vous êtes chacun et chacune capable d'assumer cette responsabilité, je suis disposé à pouvoir réinterroger la question de l'ouverture le dimanche. Pour l'instant, on garde cette configuration et bien sûr, honte à ceux qui enfreignent la règle parce qu'il en va de responsabilité individuelle. Donc j'invite vraiment chacun à patienter, à ce que nous puissions travailler en bonne intelligence et surtout nous puissions travailler pour que notre ville, qui nous est chère à chacun et chacun d'entre nous, soit belle et surtout qu'elle soit aussi à l'image de ce qu'on veut être, c'est-à-dire une ville qui respecte en fait la règle commune. Alors, une question de Serum FI sur X. Comment comptez-vous garder le rythme entre les municipales et les présidentielles pour assurer une victoire du peuple lors des présidentielles 2027 ? Nous, la démarche elle est assez simple parce que la démarche est une logique de continuité de tout ce qu'on a fait depuis des années. C'est-à-dire que bien sûr, il y a eu la campagne municipale, mais comme nous l'avons fait en 2020, nous n'avons jamais cessé d'être en campagne. Nous sommes en campagne permanente en réalité. Campagne permanente d'abord pour appliquer le programme, campagne permanente ensuite pour faire le lien entre les enjeux nationaux et les enjeux locaux. Moi, j'ai besoin d'avoir un gouvernement qui soit un gouvernement qui respecte les quartiers populaires, qui entend les quartiers populaires, qui entendent véritablement corriger les inégalités. J'ai besoin d'un président de la République qui reconnaisse les quartiers populaires, qui ne se satisfait pas du fait que l'État n'honore pas sa promesse républicaine en ne mettant pas suffisamment de moyens
dans des territoires comme les nôtres en matière d'éducation. J'ai besoin d'avoir des ministres qui soient à l'écoute et qui surtout ne passent pas leur temps à réduire les moyens aux collectivités locales qui du coup ont des véritables difficultés pour boucler les budgets et qui ont surtout beaucoup de difficultés à répondre aux préoccupations des habitants de nos territoires. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons à Saint-Denis, à Pierrefitte, mais j'ai envie de dire globalement en Seine-Saint-Denis, agir pour faire en sorte que l'alternative arrive en 2027. Et donc ça, c'est de la campagne permanente. C'est pas uniquement Bali Bagaïko, c'est Bali Bagaïko, c'est l'ensemble des habitants qui le souhaitent. C'est aussi l'ensemble des militants, insoumis en particulier, qui seront, comme ils l'ont toujours été, au rendez-vous de cette belle victoire de 2027 avec Jean-Luc Mélenchon président et avec un nouvel gouvernement qui sera un gouvernement de gauche de rupture. Alors, on a une question de Roberto qui dit « J'ai une question, il y a beaucoup de ventes illégaux au niveau de la gare. Vous allez faire quoi, s'il vous plaît ?» Oui, s'agissant les vendeurs, notamment ceux qui vendent à la fois les brochettes, parce que ça c'est un peu revenu, mais il y a les vendeurs à la sauvette. Donc d'abord dire que la police municipale fait un travail conséquent, un travail qui est parfois épuisant, parce que à peine qu'ils sont arrivés, que dès qu'ils ont tourné le dos, que l'activité se met en place. Donc nous allons prendre un certain nombre de mesures. D'abord une mesure qui consiste à avoir une réunion très prochainement avec l'ensemble d'ailleurs de celles et ceux qui sont sur l'espace public. Ça sera une réunion qui est une réunion sur l'espace public, donc avec une démarche d'aller vers. Donc j'irai personnellement avec les élus et les services rencontrer tous celles et ceux qui développent ce type d'activité en leur disant une chose simple. Je sais que vous développez ces activités parce que vous avez besoin de vivre, parfois même de survivre. J'en suis parfaitement conscient et nous en sommes parfaitement conscients. Mais cela ne peut pas se faire au détriment du cadre de vie commun. Donc il faut absolument que chacun s'astreigne, parce que si chacun ne s'astreigne pas à un minimum de règles, de respect de la communauté de destin que nous voulons créer, alors forcément, force redeviendra bien sûr au cadre légal et donc c'est-à-dire par la sanction. Donc on tiendra les deux, à la fois la nécessité d'avoir un travail d'éducation populaire pour alerter sur le risque de désordre qu'il peut y avoir sur l'espace public, tout en ayant un regard aussi bienveillant sur le fait que ces personnes ont besoin de vivre, mais ça ne peut pas se faire dans la forme qui est présentée ici. Donc il faut que chacun se responsabilise. Pour ce qui est de la ville et pour ce qui est du maire, nous prenons l'intégralité de nos responsabilités. Ça ira bien sûr de la démarche préventive, de la démarche de médiation, de la démarche d'accompagnement, mais ça peut aussi aller jusqu'à la démarche bien sûr de sanction. Et j'invite, et je l'ai y compris à la police municipale, qui doit maintenir sa présence sur l'espace public, qui doit maintenir notamment sa présence et traiter la question des vendeurs à la sauvette, parce qu'il en va aussi du cadre commun. Donc il n'y a aucune allégeance à faire à ce type de dysfonctionnement et nous allons agir. Mais nous allons agir à la fois de manière humaniste, parce que nous savons très bien que derrière ce type d'activité, il y a de la souffrance humaine, mais en même temps, cette souffrance humaine ne peut pas se mettre au détriment du cadre de vie commun. Question sur Facebook de Michel Chabra. Bonsoir, monsieur le maire. La fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte a donné lieu à une heureuse baisse de la taxe foncière de l'ordre de moins de 20%. Initialement, cette taxe avait un montant outrageusement élevé. Depuis l'an dernier, cette taxe demeure néanmoins abominablement élevée, probablement la plus élevée du département et possiblement de toute la France. S'il vous plaît, pensez-vous pouvoir encore baisser cette taxe ou tout au moins la laisser figer respectueusement? Michel. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a le choix qui a été fait sur l'ancienne municipalité qui était de proposer une baisse de la fiscalité de 20% pour ce qui est les propriétaires sur Pierrefitte. Le reste était resté inchangé pour ce qui est du territoire de Saint-Denis avec les bases en fait, fiscales que l'on connaît. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous allons lancer un audit, que nous observons aussi qu'il y a une baisse des moyens financiers attendus du point de vue de l'État, qu'un certain nombre de ressources attendues du point de vue de la ville risquent d'être en manquante. Donc nous allons regarder l'ensemble de ces éléments-là. Notre approche à nous, c'est justement de faire quasi pas appel à la fiscalité. Donc nous ne voulons pas augmenter les impôts, donc ça c'est notre opposition, nous ne l'avons jamais porté dans le cadre de la campagne. Nous allons créer les conditions surtout pour que celles et ceux qui doivent contribuer à l'effort le plus conséquemment, ce sont les entreprises qui sont installées sur le territoire. Donc c'est plutôt l'option que nous prenons. Pour l'instant, nous sommes sur le statu quo au niveau des taxes, les taxes en fait, la taxe fiscale, donc la taxe sur les impôts. Donc du coup, nous sommes sur une maintien en fin de compte de ces bases et nous ne sommes pas sur une augmentation. Alexandre Dretrifuit-Vic 5279, Didier Deschamps vient d'annoncer la liste
des 26 à la Coupe du Monde et Mbappé évidemment sélectionné. Que penses-tu de cette dernière sortie contre Jordan Bardella? Mbappé, j'ai à la fois un profond respect pour lui, honneur à lui et honneur d'ailleurs à tous celles et ceux, ils sont très peu nombreux d'ailleurs, qui ont le courage de dire de manière assez forte et claire le fait que l'extrême droite n'a pas sa place et que nous ne pouvons pas banaliser les discours de haine qui sont propagés par l'extrême droite. Et la position de ce grand footballeur international est une voix qui compte, contrairement à ce que certains essaient de faire en disqualifiant ses propos. Il a non seulement parfaitement raison, et il a bien sûr mon total soutien, et je suis solidaire de ses propos. Il a raison de dire que l'extrême droite est un danger. Il a le droit et quasiment l'obligation, du haut de son rang, de pouvoir alerter l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle je salue sa position et je remercie d'avoir ce courage de le dire. Et j'invite d'ailleurs l'ensemble des autres grands athlètes du milieu bien sûr du sport, mais aussi du milieu de la culture, du milieu des médias, du milieu y compris des intellectuels, d'assumer aussi à pouvoir dire des choses fortes. Parce qu'agir contre l'extrême droite, c'est en toutes circonstances, c'est ne pas se cacher derrière un titre pour éviter d'exprimer une vérité qui est une vérité nécessaire au moment où la fascisation de la société semble prendre le pas, où le discours de normalisation de l'extrême droite semble se renforcer. Une question de Nabil Hussein sur Instagram. Une solution à la flambée des loyers à la Plaine Saint-Denis dans le privé et est-ce que vous avez aussi une solution sur les problèmes interquartiers entre les jeunes? Je vous remercie. Alors sur la flambée des prix, les loyers, nous sommes, pour l'instant nous n'avons pas encore mis en place la question de l'encadrement des loyers. C'est un dispositif national qui existe mais qui a été très peu appliqué sous la précédente mandature. Donc on sait que 58% des loyers ne respectent pas, dans le domaine privé, ne respectent pas l'encadrement des loyers. Donc nous avons vocation à créer un service public qui permette de maîtriser les sorties de loyer et surtout de pouvoir sanctionner tous les propriétaires indélicats qui enfreindraient le cadre légal. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'idée de dire que sur toutes ces questions qui sont des questions importantes, nous avons besoin aussi que les habitants puissent aussi s'organiser et se mettre en collectif, notamment des collectifs d'amicales des locataires, voire même des collectifs au sein des copropriétés pour pouvoir aussi faire valoir un certain nombre de dysfonctionnements qui n'ont pas leur place dans une ville comme la nôtre. Parce que le fait que certaines s'enfreignent des règles, forcément, ça met en difficulté d'autres personnes dans leurs droits communs. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, en tant que responsables politiques, mais aussi en tant que gestionnaires en fait, de la ville, de pouvoir aussi agir dans ce domaine-là. Donc nous agirons sur toutes les facettes pour éviter que l'explosion des loyers soit la règle ici sur ce territoire. Alors, question d'Iman sur TikTok. La question de l'alternance, nos jeunes sont toujours dans l'attente d'un employeur. Oui, sur l'alternance, d'ailleurs, on a eu, pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec les quartiers de l'alternance, où, à l'initiative de plein de communes et un ensemble d'entreprises, reçu pas loin de 1500 CV de jeunes qui sont venus, certains pour rechercher une formation, d'autres pour chercher, pour une grande partie d'entre eux, de l'alternance, et puis pour des proportions un peu moindres de l'emploi. Donc multiplier ce type d'initiative, décentraliser ces actions dans les quartiers, sensibiliser les entreprises à recruter localement et y compris à accueillir des alternants, agir au niveau de la ville, j'entends ville, c'est-à-dire des services publics de la ville, mais aussi des services publics de plein de communes, pour accueillir et des stagiaires, accueillir des alternants. C'est l'objectif que nous sommes assignés dans le cadre de ce mandat. Alors, une question de Leila sur X. À quand le retour de la braderie de Saint-Denis ? La braderie de Saint-Denis, nous n'avons pas de difficulté pour le mettre en place, mais la braderie elle doit se faire d'abord dans le cadre d'un travail conjoint avec l'ensemble des différents commerçants. Et donc du coup, ce sera une braderie qui sera une braderie solidaire. Ce sera une braderie qui doit aussi respecter le cadre légal, donc avec les questions de propreté, les questions de sécurité. C'est une braderie qui doit aussi respecter
les prix qui doivent être pratiqués pour justement faire en sorte que ce soit une brindille qui soit inclusive et non exclusive. Et donc, je n'ai aucune difficulté à ce que les commerçants qui veulent ou qui sont déjà associés dans le cadre d'une association des commerçants puissent être porteurs de cette dynamique-là. Donc on aura la braderie de retour dès que l'ensemble des acteurs voudront bien agir dans un cadre qui est un cadre qui sera fixé bien sûr par la collectivité et qui soit bien sûr respectueuse des activités commerciales que nous voulons sur cette ville. Question de Ferish Khan Mohamed sur Facebook. Bonsoir, je constate régulièrement en me promenant dans le quartier Brise-Échalas que de nombreux hommes urinent publiquement. Cette situation n'est ni hygiénique ni respectueuse. La pudeur des habitants et des passants est-elle envisagée de mettre en place des actions pour remédier à ce problème? Oui, sur la question à la fois de ce qu'on appelle les toilettes publiques. Donc ça, c'est une question importante qui existe en tant que telle. On a l'idée à la fois de conventionner sous une forme de label à trouver, en tout cas une méthode qu'il faut trouver en lien avec notamment toutes les brasseries, parfois même les restaurants qui disposent de sanitaires, de sorte à ce que la question du besoin, qui est un besoin primaire, puisse se faire dans un cadre qui est un cadre respectueux du cadre commun et pas forcément se faire sur l'espace public. Donc c'est les deux, développement de toilettes publiques, mais aussi conventionnement avec un certain nombre de commerçants qui disposent principalement les brasseries, parce que ça existe des brasseries qui peuvent être disposées à accueillir pour permettre à des usagers de pouvoir utiliser les toilettes publiques, parce qu'on a un vrai sujet par rapport à ça, ce qui d'ailleurs est principalement l'exercice des hommes, parce que c'est principalement les hommes qui pratiquent de la sorte, et donc il y a un vrai travail spécifique à faire dans ce domaine-là. Du Jolinik sur Instagram. Va-t-il avoir une fan zone à Saint-Denis pour la finale de LDC? Oui, alors on est en train d'y travailler. Premièrement, il y a à la fois on a eu une réunion d'ailleurs avec la préfecture sur ce sujet-là, avec un ensemble d'enjeux qui sont avant tout les questions d'enjeux de sécurité qu'il faut gérer. Donc il y a déjà une ou deux réunions qui ont lieu sur ce sujet pour sécuriser l'arrivée des spectateurs et faire en sorte que l'avant-match se fasse dans des bonnes conditions, donc avec le développement de certaines fan zones. Mais pour l'instant, nous voulons aussi que la préfecture nous garantisse un certain nombre de dispositifs qui permettent de sécuriser les fan zones. Donc on a un sujet là. Et puis deuxièmement, il y a aussi ici ou là, dans un certain nombre de quartiers de la ville, des volontés d'acteurs associatifs de fédérer des habitants pour pouvoir proposer des fan zones un peu populaires, des fan zones citoyennes. Donc la ville sera disposée à accompagner le plus possible ces fan zones à partir du moment que ces fan zones respectent les aspects de sécurité et disposent de moyens humains pour pouvoir les encadrer dans des bonnes conditions. Donc on est ouvert à accueillir des fan zones, mais de manière responsable et de manière sécurisée. Alors, une question de Serum FI sur X. Est-ce que le pass Navigo sera vraiment gratuit pour les jeunes? Si oui, auriez-vous une idée de quand cela sera mis en place? Il y a deux choses. Alors, pour ce qui est des passes Navigo, le pass Navigo, il y a plusieurs échelles. Il y a pass Navigo gratuit, notamment pour toute la partie des élémentaires. Et après, vous avez pour les collégiens, où là où il y a une gratuité. Et quand on arrive en revanche vers les étudiants, là, on se donne la possibilité d'être d'abord sur une disposition qui aide au quotient, donc en fonction des revenus des familles, puisque, comme chacun peut le comprendre, chaque famille a des revenus différenciés et que celui qui gagne bien, qui a des revenus confortables, doit pouvoir participer à l'effort de solidarité, parce qu'il s'agit principalement d'un geste de solidarité. Donc l'objectif, c'est déjà de faire un travail budgétaire, et donc nous prévoyons plutôt de faire ça à la rentrée prochaine. Donc c'est le travail qui est prévu avec les services, c'est de prévoir ça à la rentrée, donc plutôt entre septembre à décembre, pour recevoir l'ensemble des demandes et pouvoir y apporter un soutien, une gratuité pour un certain nombre de publics que j'ai identifiés, et puis au quotient pour les lycéens. Et dans le même temps, nous lançons aussi un audit sur l'ensemble de nos comptes, puisque l'objectif, c'est de voir quelle est la soutenabilité, c'est-à-dire la capacité de la ville à pouvoir traiter l'ensemble de la gratuité. C'est la raison pour laquelle les étudiants, on a préféré être prudents et proposer plutôt une aide au quotient et pas forcément une gratuité sur les lycéens, parce que sinon, financièrement, il y a de fortes difficultés à pouvoir assumer l'ensemble des dépenses. Question de Abdel sur TikTok. Votre engagement de déléguer de quelqu'un
de déléguer quelqu'un pour résoudre le problème du titre de séjour au niveau de la préfecture. Oui, alors ça c'est vrai. Il est vrai que j'avais eu l'occasion d'ailleurs dans la campagne de rencontrer des acteurs qui portent, acteurs associatifs qui ont cet objectif-là. Il y aura bien sûr, non seulement les services ont sensibilisé cela, mais il y avait une action aussi qui devait être faite de formation pour permettre à ce que les professionnels de la ville soient formés pour pouvoir aussi répondre à l'ensemble des besoins des personnes qui sont en situation dite irrégulière administrativement. Donc ça sera bien sûr maintenu. On n'est qu'à 2 mois en fait après la victoire, donc il faut malheureusement parfois être un peu patient pour que nous mettions l'ensemble des dispositifs en place, mais nous n'avons pas renoncé à ce projet, c'est-à-dire un élu qui est référent, donc qui d'ailleurs est directement le cabinet qui sera en charge de cette question, plus l'élu en charge à la fois de l'accès aux services publics et des solidarités pour justement permettre à ce que les ressortissants étrangers qui sont nos semblables à l'humanité puissent aussi être accompagnés dans leur processus de régularisation. Alors, on a une question de Serge Debussy sur TikTok qui te dit « Que dites-vous du racisme anti-blanc » Oui, mais c'est le racisme anti-blanc, comme toute forme de racisme, nous le combattons. Nous sommes bien sûr solidaires de nos semblables en humanité, fussent-ils de couleur blanche et qui sont victimes de propos racistes. Nous les condamnons même. Voilà. Ce que je sais par ailleurs, c'est que dans la chaîne malheureusement du racisme, il y a un certain nombre de communautés qui sont beaucoup plus frappées par le racisme, et notamment tout ce qui est la négrophobie. On a les questions autour de l'islamophobie. On a bien sûr la communauté maghrébine qui est aussi victime. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'opposer les racismes. Ce qu'il faut surtout, c'est que nous soyons unanimes en toutes circonstances pour condamner toutes les formes de racisme sans équivoque. Alors, monsieur le maire, une question de Mike sur X. L'aide au permis va s'arrêter. Allez-vous créer une enveloppe spéciale pour les jeunes ? Sur l'aide au permis, on a déjà un dispositif, nous, qui s'appelle La Tout Jeune, que j'avais créé déjà il y a quelques années, qui a été maintenu sous la précédente municipalité, que nous allons maintenir à nouveau et qui nous allons surtout peut-être renforcer une fois que nous aurons fait l'audit complet de nos comptes. S'il y a moyen de renforcer les moyens financiers de l'aide, entre autres au permis, parce qu'il n'y a pas que il y a le permis de conduire en tant que tel, mais il y a d'autres aides possibles pour aider aussi à la mobilité des jeunes et des jeunes filles d'ailleurs sur le territoire. Alors, une question de Muchacho sur Instagram et de Batman1972. Bonjour, quelle enseigne va remplacer le Décathlon du Stade de France ? Et est-ce qu'il est prévu de redynamiser la galerie marchande où se trouve Carrefour et surtout reconstruire les sols qui sont dans un état catastrophique ? Merci. Alors il a parfaitement raison sur l'état catastrophique du centre commercial, puisque nous avons très prochainement d'ailleurs une réunion avec le directeur du centre commercial, donc qui est aussi gestionnaire de l'ensemble de l'assiette commerciale, parce qu'on a des enseignes qui ont fermé, on a des cellules commerciales qui sont fermées depuis, on a un état catastrophique en termes d'entretien. On rajoute à ça le fait que les travaux ne sont pas non plus bien maîtrisés, et on a un ensemble de biens qui sont dans un état, qui ne sont pas dans des états corrects, notamment la dalle de l'îlot 8 ou de l'îlot 4. Donc on a un vrai sujet sur ce centre-ville, et c'est la raison pour laquelle très prochainement, une réunion aura lieu sur place avec pleine commune habitat, le gestionnaire, mais aussi y compris les aspects de sécurité. Parce qu'il faut absolument qu'on soit intransigeant sur cette question. Puis après, sur les autres questions qui sont principalement évoquées sur Décathlon, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Décathlon et effectivement, ils ont confirmé leur départ. Je crois que la date qui est indiquée, c'est le 16 mai, donc très prochainement. Ils auront vocation à pouvoir... ils ont l'occasion de partir pour des raisons qu'ils ont évoquées, c'est des raisons économiques. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'activité n'est pas suffisamment rentable et ne leur permet pas de pouvoir assumer l'ensemble des charges. Et donc c'est la raison pour laquelle ils partent. Des garanties ont été données concernant le fait que les salariés seront tous repositionnés sur d'autres enseignes du Décathlon. Donc on a cette garantie. Après, il nous faut, et c'est le sens d'ailleurs de Pleine Commune, c'est de travailler tout de suite avec à la fois Pleine Commune pour justement voir quel type d'enseigne nous pouvons voir sur une surface qui est une surface importante. Parce que je rappelle qu'au moment où le Stade de France a été livré, le Décathlon était sur 3 niveaux en réalité, et que année après année, ils ont réduit ces niveaux pour arriver uniquement sur un plateau unique. Et malgré ce plateau unique, visiblement, il y a une question économique qui est posée. Donc on sera extrêmement vigilant pour vérifier quelle est l'enseigne qui va pouvoir venir. Au moment où on parle, je suis en incapacité de vous dire quelle est l'enseigne qui sera en capacité de prendre, mais ce qui est certain, c'est que nous serons très très vigilants. Question de Fleur de Lys, 3800
3813 sur YouTube. Monsieur le maire, pensez-vous réellement la victoire aux présidences de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'immigration avec la régularisation massive de sans-papiers, sans critères, est-ce du déni ? D'abord, sur la victoire de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, elle est non seulement possible, elle est surtout nécessaire si on veut corriger la situation qui est faite à bon nombre de nos concitoyens ici français, en particulier dans les quartiers et populaires et dans les zones rurales, qui ont été quasiment les grands oubliés de la politique et des politiques menées par le président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, l'immigration est avant tout un atout pour nos villes, pour y compris la France en tant que telle. Quand on regarde la proportion d'immigrés sur le sol français, n'a rien à voir avec la situation d'ailleurs en Europe, où d'ailleurs la France n'est pas le premier État qui accueille le plus d'ailleurs d'immigrés. Donc il y a d'autres États européens qui le font, je pense notamment à l'Espagne. Et donc on voit bien qu'il y a des grands discours qui sont faits autour de la peur que pourraient avoir les Français de l'arrivée supposée massive des gens immigrés. Mais il n'en est absolument rien. Donc oui, l'immigration est un élément qui peut être important d'ailleurs pour la France, puisqu'il y a un certain nombre de métiers qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas assumés par les Français en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont souvent assumées par des gens qui ont besoin de vivre et qui ne rechignent pas au travail. Ce sont les grutiers, ce sont les gens qui travaillent notamment dans la maçonnerie, ce sont des gens qui travaillent dans des métiers extrêmement difficiles. On les voit sur les questions de sécurité. Et donc oui, nous avons besoin, de mon point de vue, d'avoir la régularisation de toutes celles et ceux qui veulent participer à la communauté de destin, qui veulent travailler et qui veulent vivre dignement. Alors, on a une question de JFK sur TikTok qui te demande comment préserver la diversité populaire de Saint-Denis face à un risque d'homogénéisation. Ouais, d'homogénéisation. Alors, alors, ce qu'on appelle homogénéisation, c'est pour nous le processus de gentrification de la ville, avec l'idée que si nous ne créons pas les conditions pour maîtriser le foncier, permettre à ce qu'il y ait du logement public qui sorte, du coup du logement accessible pour bon nombre de nos populations, c'est-à-dire 80% de la population de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine relève du logement public. Et donc notre objectif, c'est de maintenir des équilibres qui nous permettent de faire en sorte que celles et ceux qui veulent rester sur le territoire de Saint-Denis puissent le faire et ne pas laisser la production de logements à l'appétit du marché. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a à la fois le sens d'avoir des hommes et des femmes qui sont des politiques de gauche en tant que tels. Donc quand on pose la question de comment faire, créons d'abord les conditions pour que nous puissions avoir des maires et des élus clairement de gauche et qui ont l'intention de permettre à ce que tous les habitants de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine qui souhaitent rester puissent le faire, donc avec la production de logements publics, et créer les conditions pour que nous ayons une maîtrise totale du foncier qui nous permette ensuite de tenir la main des promoteurs. C'est le seul moyen qui nous permette aujourd'hui de maîtriser les coûts de sortie des logements. Alors, monsieur le maire, une question de HOHCS75 sur X. En tant que maire de Saint-Denis et président de pleine commune, auriez-vous des propositions facilitant les TPE et les entrepreneurs concernant les marchés publics ? Très prochainement, d'ailleurs le 21 mai, je crois, de mémoire, je dois rencontrer une grande partie des entreprises qui sont fédérées au sein de l'association de promotion pleine commune. C'est l'association qui aujourd'hui fédère les entreprises, les TPE, PME, les moyennes et grandes entreprises d'ailleurs du territoire. Et donc on sait que ces entreprises ont besoin à la fois pour remplir leur portefeuille de marché public. Et donc nous sommes encore sur le territoire de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine et plus globalement sur le territoire de pleine commune, encore en possibilité de pouvoir offrir, dans le cadre bien sûr de marchés publics, des possibilités à ces entreprises de pouvoir répondre à des marchés publics, soit des marchés à la fois qui portent sur des services publics, ou soit offrir du foncier pour permettre aussi du développement d'activités, principalement du logement, mais aussi d'activités complémentaires type tertiaire, même si nous partons de l'option que la question du bureau n'est plus une offre que nous devons développer sur nos territoires dans la mesure où il y a suffisamment de bureaux. Donc notre objectif, il est clair. Les TPE, PME, nous en avons besoin. Et j'ai même envie de dire, les artisans, nous en avons besoin. Donc l'objectif, c'est bien sûr, 1, de les valoriser, 2, de permettre à ce que ces acteurs puissent aussi bénéficier de marchés publics. Alors le marché public, comme vous le savez, c'est une compétition. Donc le cahier des charges est défini et ensuite libre à chacune des entreprises qui le souhaitent de pouvoir concourir et puis d'essayer de remporter ce marché et
de mettre en application le cahier des charges et dans des délais qui soient des délais bien sûr maîtrisés. Donc nous avons une attention très particulière pour ces entreprises qui font partie de l'équipe, qui font partie de la dynamique territoriale que nous voulons porter sur ce territoire de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Une question de Naïm sur Instagram. Monsieur le maire, la mutuelle communale, quand sera-t-elle concrètement effective pour les habitants de Saint-Denis ? Oui, la mutuelle communale, on est plutôt sur une préparation pour la rentrée prochaine maintenant. Donc les équipes sont en train de travailler dessus. Donc on est en train, y compris, d'identifier quels sont les différents mutualistes en fait, qui peuvent porter ce projet, à quel coût, parce que tout ça a bien sûr un coût, et se mettre dans une dynamique qui nous permet de le mettre en œuvre à la rentrée. Donc on travaille tout avant l'été pour que nous ayons quelque chose de suffisamment clair, y compris chiffrable et surtout finançable, pour que nous puissions être prêts à la rentrée de septembre-octobre. Alors, question de Kabira29. Il y a un réel problème pour les agents de l'enfance. Il y a un management répressif et maltraitant dans cette direction. Comment pourriez-vous intervenir ? Oui, alors, on a, depuis que nous avons pris nos responsabilités, fait un gros travail. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des élus, mais particulièrement Yohann Saleh Salada, qui est en charge du dialogue social et puis du personnel, qui, depuis mes instructions, ne cesse de rencontrer beaucoup de personnel. Et donc l'objectif que nous avons d'abord, c'est d'essayer de rassurer sur le fait que nous avons besoin de tous les agents. Nous savons que sous le précédent mandat, beaucoup d'agents ont été victimes à la fois de management, certains diront toxiques, mais en tout cas de management suffisamment bouleversant pour un certain nombre de nos agents, qui font que ça s'est traduit soit par des arrêts de maladie, soit parfois par une forme de démotivation. Et donc il nous faut reconstruire ce lien avec l'institution, et c'est le travail premier qui a été fait. La deuxième chose, c'est que nous l'avons dit, y compris aux cadres, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer les cadres intermédiaires et les cadres, voire même la direction générale, sur le fait que la manière dont aujourd'hui les relations doivent être établies avec les agents doivent privilégier d'abord la question du bien-être au travail. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Donc, les propos discourtois, les propos un peu injonctifs, impératifs, les manières de brusquer le personnel doivent cesser. Je ne dis pas que c'est la majorité, parce qu'en réalité, c'est une minorité de cadres, voire d'agents de maîtrise qui parfois agissent de la sorte. Mais même cette minorité, elle est beaucoup trop importante parce que ça fait des dégâts extrêmement importants. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion moi-même d'inviter chaque cadre, chaque agent de maîtrise, chaque chef de service, chaque directeur général et général des services à être extrêmement bienveillant. Ensuite, bien sûr qu'à chaque fois que nous aurons connaissance de faits extrêmement graves, des sanctions seront posées, à la fois un rapport circonstancié pour le cadre ou l'agent de maîtrise qui se comportait de la sorte, voire même le directeur ou la directrice qui se comportait de la sorte, pour que des sanctions soient posées à la hauteur des actes posés. Alors, une question de CTRL Lorientais sur X. Bonsoir, monsieur Bakayoko. Est-ce que les projets annoncés par l'ancienne mairie sont toujours d'actualité, notamment le projet du lieu culturel Grand Bassin dans l'ancienne piscine Félix Faure ou le projet de médiathèque dans l'ancienne poste? Oui, alors il y a des projets. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en train de passer au peigne fin l'ensemble des projets. Il y a des projets qui seront maintenus, notamment le conservatoire qui est prévu au niveau de la rue Catulienne avec pas loin de 20 millions d'euros d'injectés. Donc on a ajusté un peu le projet, mais globalement, le projet sera maintenu. Les autres projets seront tous réinterrogés au regard de nos priorités. Et donc, que ça soit le projet sous l'ancienne piscine, qui d'ailleurs qui est vraiment à l'état d'idée en réalité, ce n'est pas un projet en tant que tel, c'est une idée. Donc ce projet-là, pour l'instant, du moins cette idée-là, pour l'instant, sera réinterrogée au regard d'autres propositions que nous avons nous-mêmes à faire. Et il en est de même pour la médiathèque qui a vocation d'ailleurs à être déplacée sur le secteur du centre-ville, à côté du commissariat, en fait l'ancien commissariat central de la police nationale, mais désormais le nouveau commissariat de la police municipale. Donc nous allons réinterroger l'ensemble des projets. Donc on ne part pas par principe que tous les projets qui ont été engagés sont des mauvais projets, mais nous partons du principe que ces projets, on se donne la possibilité de les réinterroger. Alors, on a une question de Milou de Troudy sur YouTube qui te dit « Bonsoir monsieur le maire,
existe-t-il un numéro de téléphone ou une adresse mail pour que je puisse entrer en contact avec vous? J'ai vraiment besoin d'aide. Alors sur mon adresse mail, c'est bali.bagayoko et c'est @saint-denis, tout ça attaché.fr. Ça, c'est un mail que je reçois et une fois que je reçois ce mail, j'ai bien sûr à la fois des collaborateurs et des collaboratrices qui peuvent ensuite traiter le dossier. Et s'il y a besoin que nous puissions vous rencontrer dans le cadre d'audience, ça sera sans aucun problème. On pourra vous poser une date et on se verra dans ce cadre-là. Question de Nelly Cassidy 2014 sur YouTube. Depuis votre début de mandat, est-ce que vous changez des idées et des initiatives avec les autres maires insoumis? Oui, on échange beaucoup. Alors c'est vrai que c'est des réunions qu'on voit moins parce que c'est des réunions avec des maires où effectivement on essaye de croiser nos regards sur un certain nombre de sujets, que ce soit les sujets par exemple sur la question de comment agir contre le racisme, comment faire en sorte que nous puissions sur nos territoires aussi assumer les questions de sécurité, comment nous pouvons aussi échanger sur les bonnes pratiques, comment nous pouvons aussi peut-être parfois avoir des échanges de compétences. Donc ce sont des discussions que nous avons avec les maires des autres villes, que ce soit des maires, y compris principalement de gauche, des écologistes. Il arrive d'avoir des échanges, y compris avec des maires qui n'ont pas la même couleur politique que nous, mais ça permet aussi d'enrichir intellectuellement les choses et puis aussi de se conforter dans le fait que nous faisons des choix qui sont véritablement des choix de gauche, qui sont des choix assumés, dont certaines collectivités locales ne peuvent pas se prévaloir. Une question de Pépé Jojo sur YouTube. Bonsoir Bali. Avec le lancement de campagne de Jean-Luc Mélenchon le 7 juin à Saint-Denis, la ville est en train de devenir une sorte de cœur de référence des Insoumis. Est-ce une volonté marquée? À la fois, c'est une volonté marquée, mais c'est une volonté en réalité qui devient une évidence. À partir du moment où Saint-Denis, ou comme d'ailleurs le département de Seine-Saint-Denis, est le premier territoire insoumis en réalité, donc bien sûr avec des alliés, que ce soit le Parti communiste français, que ce soit avec des collectifs, et donc il était parfaitement normal que la campagne présidentielle, puisque je l'ai moi-même demandé à la France insoumise, pour que la campagne présidentielle parte de Saint-Denis, la ville des rois et reines de France, pour faire le lien à la fois avec l'histoire, mais aussi la ville qui, année après année, mandat après mandat, n'a eu de cesse que d'agir contre l'extrême droite. Et donc c'est aussi à la fois symbolique, mais c'est un symbole puissant pour pouvoir cranter la campagne présidentielle, déployer de manière importante cette campagne pour qu'elle puisse aller dans l'ensemble des autres territoires, des quartiers populaires, mais aussi dans la ruralité pour permettre à ce que nous puissions être victorieux en 2027. Question de Kaneli Ndiaye. Bonjour, est-ce que ce serait possible de remettre les bus 153 vers le centre-ville comme avant? Alors comme avant, non. Pour une raison simple, c'est que les aménagements ont été réalisés et que des voiries ont été posées et l'ensemble de ces investissements rend compliqué le passage des bus sur l'itinéraire ancien. Nous avons eu une rencontre avec RATP et puis du moins Cap Île-de-France désormais, parce que c'est une des filiales de la RATP qui exploite le réseau, notamment concernant la ligne 239, qui est une des nouvelles lignes qui dessert en partie le centre-ville. Et donc nous essayons aussi de travailler avec eux sur 3 éléments. Le premier élément, c'est réduire les nuisances, parce que le passage du bus en centre-ville crée aussi beaucoup de nuisances pour les riverains. La deuxième chose, c'est la question du stationnement de ces bus, qui est un sujet. Et puis la troisième chose qui est importante sur laquelle nous travaillons, c'est de renforcer l'offre en prenant en compte les besoins des quartiers est de la ville, mais aussi des quartiers sud, pour justement développer davantage d'offres permettant aux habitants de pouvoir accéder au centre-ville. Alors, une question de Ben Ali Ibrahim sur X. Comment comptez-vous protéger les chauffeurs VTC locaux face aux pratiques d'Uber & Co? Les protéger, moi je préférais plutôt que... ils ont un syndicat qui existe en tant que tel. En tant que président de Plaine Commune, c'est avec plaisir que je pourrais leur apporter l'intégralité de mon soutien. Donc je suis plutôt favorable à ce que nous puissions avoir une rencontre avec le syndicat et l'ensemble des chauffeurs Uber pour voir dans quelle mesure nous pouvons... Comment comptez-vous protéger les chauffeurs VTC locaux face aux pratiques qui, au niveau européen, a fait un travail conséquent pour justement faire en sorte que les chauffeurs Uber puissent être restaurés dans l'endroit. Et donc, c'est une action qui, bien sûr, peut être conjointe
pour justement essayer de porter des propositions qui soient des propositions fortes et qui préservent le droit de ces chauffeurs Uber. Question de Yanis sur TikTok. Est-ce que l'union Drancy-Saint-Denis Rugby va continuer d'exister avec l'opposition des deux mairies ? L'alliance, j'ai pas bien compris l'alliance. D'accord, oui, c'est Saint-Denis-Drancy. Saint-Denis-Drancy, moi j'ai croisé rapidement le maire de Drancy. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que le club de rugby qui était anciennement au sein du SDUS, Omnisport, a fait le choix de sortir du club Omnisport pour être en autonomie, a développé un partenariat avec le club de Drancy, donc dans le cadre d'une fusion des deux clubs, avec un projet sportif qui est extrêmement ambitieux. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ce projet est malheureusement déficitaire et qu'il est demandé pour que la ville de Saint-Denis puisse venir en fait en plan de sauvetage pour maintenir le projet, qui est un montant quasiment d'un peu plus de 90 000 euros de mémoire. Et donc, nous sommes en train d'étudier tout ça. Il n'est pas possible de considérer qu'il suffit seulement d'avoir des idées de projet, engager des dépenses qui sont les dépenses ensuite dont on demande le recouvrement par la puissance publique. Donc, il faudra regarder le projet, il faut s'autoriser aussi à réinterroger le périmètre du projet, et donc y compris à regarder aussi les économies qui peuvent se faire par ailleurs, parce que la situation financière de la ville et la demande importante pour répondre à des besoins importants aussi des habitants de Saint-Denis est d'un tel niveau que je ne peux pas me permettre juste de venir éponger des dettes. Donc on regarde le projet avec bienveillance, avec les deux élus, que ce soit Bakary Soukouna et Issa Dembélé, qui sont en charge des questions sportives, mais avec un regard qui est un regard bienveillant, mais aussi un regard réaliste sur la soutenabilité des moyens financiers de la collectivité locale sur ce projet. Une question de Matt Shepard95 sur X. Bonsoir Monsieur le maire, votre prédécesseur est parvenu à faire diminuer la taxe foncière des Pierrefitois grâce à l'équilibrage suite à la fusion Saint-Denis-Pierrefitte. Vous aviez de nombreux projets de gratuité lors de votre campagne pour être élu. Avez-vous augmenté la taxe foncière pour financer vos projets ? Non, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas prévu dans les leviers que nous prévoyons d'actionner, de faire appel à la fiscalité des impôts fonciers. Donc, ce n'est pas prévu, ça. Voilà. Alors, une question de Dina Lina 074 sur TikTok. Bonjour, et pour la cité Romain-Rolland, quels sont les projets ? Oui, sur la cité Romain-Rolland, on a déjà un engagement qui va prendre forme avec la reprise du terrain synthétique en cœur de quartier, donc avec un certain nombre de réaménagements qui sont prévus. Je sais qu'il y a une demande aussi importante en matière de réhabilitation des logements sur site. Bon, ça, nous allons attendre que la gouvernance de Pleine Commune Habitat soit modifiée pour engager ce processus, puisque aujourd'hui, la gouvernance est aujourd'hui maintenue par celles et ceux qui ont été battus dans les urnes depuis mars. Et donc, il faut déjà établir cela. Ensuite, il y a un vrai enjeu de pacifier la traversée qui va vers les écoles, parce que c'est un secteur qui reste dangereux, avec des enfants qui sont en nombre important, qui traversent pour aller en cours, et avec des inquiétudes. Donc on prévoit de renforcer la traversée des routes, notamment avec la sortie de la A1, qui pose un vrai problème de sécurité, et pour lequel nous avons besoin aussi de rassurer les habitants qui sont sur ce secteur. Alors là, c'est juste pour vous prévenir, on va mettre fin bientôt au live. On a une dernière question du coup. On a beaucoup de commentaires sur tous les réseaux sociaux. Ça a été compliqué de prendre toutes les questions. Mais du coup, la dernière question, elle mélange un peu plein de commentaires par rapport au vélo. Les gens demandent l'avancée du vélo pour les troisièmes. Les collégiens ont hâte. Oui, alors je sais qu'il y a tout le temps. Alors je les vois d'ailleurs sur les différents réseaux. C'est quand les vélos, mais c'est quand ? Mais à toutes les postes qui sont posés, on a droit. Alors, ce qu'on a dit, c'est que tout ce qu'on a dit depuis sur la question du vélo, c'est que nous partons du principe que c'est courant le mois quasiment de... C'est courant le mois de juin que nous allons avoir une idée précise en fin de compte sur la question des vélos, puisqu'il a été demandé au service de travailler de manière conséquente pour pouvoir apprécier
l'ensemble quasiment je veux dire, des moyens, puisque les vélos sont plutôt à destination des troisièmes. Donc on essaye plutôt de mettre plutôt un volant de vélo qui pourrait être attribué courant juin, donc à la fin de l'année scolaire, avec l'idée que si nous n'y arrivons pas, parce qu'il y a définition d'un cahier des charges, ensuite appel à la concurrence pour justement laisser la possibilité à un certain nombre d'entreprises de pouvoir répondre à leur capacité de pouvoir offrir un certain nombre de vélos. Et ensuite, nous allons, si nous n'arrivons pas à tenir ce délai-là, nous allons le reporter à la rentrée de septembre. Ça veut dire que ceux qui seront en troisième, qui vont ensuite rentrer en seconde, on sera amené quasiment, quand ils seront en seconde, de revenir pour pouvoir disposer de leur vélo. Mais tout ça est en train d'être travaillé. Ça fait que 2 mois que nous sommes en responsabilité. Et donc, je vous demande vraiment un peu de patience. Ce projet fait partie de nos priorités et nous allons tout mettre en place pour pouvoir bien sûr le mettre, mais surtout aussi accompagner. Parce qu'une fois qu'on a mis les vélos, il faut s'assurer que la sécurité routière soit garantie. Il faut s'assurer que le recyclage de ces vélos soit garanti. Il faut s'assurer que les vélos puissent être aussi réparés. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Monsieur le maire, le mot de la fin. En tout cas, merci à chacun et chacune d'entre vous. Je sais que ça a été très difficile, y compris pour certains, de ne pas avoir des réponses à l'ensemble de leurs questions. Mais sachez que nous aurons un autre Allo Bali et donc on aura l'occasion bien sûr soit de se rencontrer ou soit de me retrouver dans le cadre d'audiences que l'on met ou des audiences qui seront accordées par les élus de la municipalité. Mais nous nous retrouvons sans aucun doute pour une prochaine édition. Mais d'ici là, je vous invite à garder les dates. Le 14 mai prochain, donc, on a le marché XXL donc, sur Saint-Denis, donc en plein cœur du centre-ville. Donc je vous invite à venir nombreux. Et ensuite, nous aurons un rendez-vous le 24 mai prochain aussi. Là, ça sera le pique-nique des Insoumis. Donc là, ça sera l'occasion pour vous aussi de rencontrer les militants insoumis, formation politique dans laquelle je suis. Donc vous aurez aussi l'occasion d'échanger avec moi à ce moment-là. Mais je vous donne aussi ce que j'ai dit dans mon propos, le rendez-vous à ne surtout pas oublier qui est le 7 juin, avec bien sûr le lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon qui aura lieu ici au sein de la ville des Rois et Reines de France. Je compte sur vous. À très vite.